Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po Paris. Bonjour Julia Cagé, vous venez de publier un livre qui s'appelle « Le prix de la démocratie » aux éditions Fayard. Est-ce que ça veut dire que ces 500 pages nous expliquent que la démocratie est à vendre ? Ces 500 pages nous expliquent que la démocratie est en crise, qu'on a une crise de la représentation, qu'un certain nombre de citoyens, les plus défavorisés, se sentent moins bien représentés que les citoyens qui ont davantage de revenus, davantage de patrimoine. Ce que ce livre nous explique, c'est qu'ils n'ont pas exactement tort de se sentir moins bien représentés parce que l'argent et l'argent privé jouent un rôle croissant dans le jeu démocratique. Mais surtout, ce que nous dit ce livre, c'est qu'il y a des solutions. C'est un livre résolument optimiste qui fait un tour du monde, qui fait aussi l'histoire de tous les financements privés et publics de la démocratie pour en tirer des solutions. Justement, on va y venir. Il y a une perspective historique, essentiellement sur les élections occidentales. Est-ce qu'on est dans une période la pire dans la relation de la démocratie avec l'argent ? Non, ça dépend des pays. Si vous prenez les États-Unis, oui, pour les États-Unis, on est sans doute aujourd'hui dans la pire période. Et les intérêts privés, le poids des lobbies n'a jamais été aussi important aux États-Unis qu'aujourd'hui. On a souvent oublié en fait que les États-Unis, historiquement, au milieu des années 70, ont été un des premiers pays au monde à mettre en place un financement public de leur démocratie. Complètement donc ça détruit, vous dites, aujourd'hui. Marché aux États-Unis, et aujourd'hui, c'est complètement détruit. Si on prend la France, ce que je montre aujourd'hui, c'est que la situation est dangereuse en France et qu'on a un poids important de l'argent privé. Mais si on compare à ce qui était la situation française jusqu'à la fin des années 80, où on n'avait absolument aucune régulation, c'était encore pire. Ah oui, donc voilà, ça dépend des pays. Il y a des pays où ça va un peu mieux. Il y a des pays où ça va de moins en moins bien. Il y a des pays comme le Canada qui viennent de basculer. Par exemple, depuis 2014, ont mis fin à leur financement public. En général, l'Europe. Bonne trajectoire ou mauvaise trajectoire ? Non, mauvaise trajectoire. Mauvaise trajectoire. Ouais. Alors, ce qui fait en effet le cœur de votre livre, et là par où vous passez, c'est en effet le financement de la vie des partis, le financement des campagnes. Et vous montrez que plus vous avez d'argent dans la vie, plus vous avez de choix de faire remporter l'élection par votre candidat. Ce que je montre, la première chose, c'est que en fait, les plus riches donnent beaucoup plus aux partis politiques en moyenne que les plus pauvres. Ouais. Et donc, en fait, ils capturent le financement privé du jeu démocratique. Pourquoi ? Parce qu'on leur permet de le faire. Ouais. Et vous avez énormément de pays où vous n'avez aucune limite aux dons que peuvent faire les plus riches. Et même en France, en fait, où on a un plafond que certains considèrent relativement bas, vous pouvez donner 7 500 € par an à un parti. En fait, ce plafond est extrêmement élevé. Parce que pour un smicard, 7 500 €, c'est la moitié de son salaire annuel. Donc, il ne va certainement pas pouvoir donner 7 500 €. Donc, il y a une énorme inégalité par rapport aux contributions. Et la deuxième chose que je montre, c'est qu'en moyenne, statistiquement, plus un candidat dépense, mieux il est doté, plus il a de chances de remporter l'élection. Ce qui veut dire que pour quelqu'un qui a davantage de revenus et qui peut financer un parti politique, en fait, il n'a pas une voix, il a de multiples voix. Et c'est vrai qu'il a plus de voix que l'ensemble des citoyens pour faire remporter. Mais ce que vous dénoncez, ce que vous pointez, c'est le fait que plus je donne parce que j'ai beaucoup d'argent, plus l'État me rembourse. Oui, alors ça, c'est un système qui est vraiment stupéfiant. Une fois qu'on l'a mis en place, on se demande pourquoi il survit encore. Oui. Et s'il y a une des choses que j'espère faire changer avec ce livre, c'est cet aspect inégalitaire-là, qui est le suivant. Si vous donnez aujourd'hui en France 7 500 € à un parti politique et que vous faites partie des 10% des Français les plus riches, quel est le coût réel pour vous ? 2 500 €. Ouais. Et il y a 5 000 €, donc 2/3 de ce que vous donnez, qui est à la charge de l'ensemble des citoyens, y compris les plus pauvres. Si maintenant vous êtes un jeune, un travailleur précaire, un étudiant, et que vous donnez 600 € à un parti politique, vous n'allez certainement pas donner 7 500 €, vous n'en avez pas les moyens. Ouais. Le coût réel pour vous est de 600 €. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme vous faites partie de la moitié des Français les plus défavorisés, vous ne payez pas l'impôt sur le revenu. Vous payez énormément d'autres impôts, mais vous ne payez pas l'impôt sur le revenu. Et du coup, vous ne bénéficiez pas des déductions fiscales associées aux dons. Autrement dit, on a mis en place en France, mais ce n'est pas le cas qu'en France, vous avez un système identique en Italie, en Allemagne, dans de nombreux autres pays. On a mis en place un système dans lequel les plus pauvres paient
pour satisfaire les préférences politiques des plus riches. Alors ça va plus loin. Vous parlez beaucoup de philanthropie, donc de ces grands milliardaires, notamment à travers les grandes entreprises des high-tech. Est-ce que ce système, ce modèle philanthropique, qui est plutôt anglo-saxon, est en train d'arriver chez nous ? Oui, on le voit de plus en plus se développer en France parce qu'on a mis en fait une fiscalité qui était avantageuse dans ce domaine depuis Nicolas Sarkozy avec la création des fonds de dotation. Et ce qui fait qu'on voit ce système se développer de plus en plus, notamment dans le domaine de l'art, mais également dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la santé, etc., etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous reprenez un musée comme le Centre Pompidou et que vous regardez en fait la possibilité pour le Centre Pompidou d'acquérir des œuvres nouvelles, son budget annuel va être plusieurs dizaines de fois inférieur au budget de la Fondation LVMH. Et du coup, on a une privatisation, même dans le domaine de l'art, où les plus riches, finalement, peuvent exprimer librement leurs préférences, choisir les artistes contemporains qu'ils veulent exposer. Et là, comme pour le financement d'ailleurs de la politique, ils sont subventionnés aux 2/3 par l'État, c'est-à-dire par l'ensemble des citoyens. Ça s'est amplifié avec notre président Macron ? Ce qui s'est amplifié avec le président Macron, c'est surtout le poids des lobbies. C'est-à-dire que Macron a fait rentrer dans les cabinets énormément d'individus en provenance d'entreprises privées. Il a multiplié finalement les allers-retours entre le secteur privé et le secteur public, ce qui donne davantage de poids finalement à ceux qui proviennent du secteur privé. Ce qui s'est aussi accentué avec le président Macron, c'est une fiscalité extrêmement favorable aux plus riches et défavorable aux plus pauvres. On a eu la suppression de l'ISF, on a eu la flat tax. Tout ça, ça représente une perte fiscale de l'ordre de 5 à 6 milliards d'euros par an, alors qu'on nous parle d'un plan pauvreté qui n'atteindra pas les 2 milliards d'euros par an. Pourquoi ? Je l'explique en partie dans mon livre, parce que Macron a financé sa campagne grâce à des dons privés qui lui ont été donnés par les plus riches. Et d'une certaine manière, maintenant, il les remercie par une fiscalité plus avantageuse. Alors, je rappelle que vous avez été conseillère du candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon. À quoi nous amène ce modèle d'institution de démocratie quasi à vendre ? Pour moi, ça nous amène d'une part à la montée de l'abstention et d'autre part à la montée des populistes. Qui est corrélé. Plus il y a d'argent, plus il y a d'abstention, ce que vous montrez dans vos graphiques. Plus il y a d'argent, plus il y a d'abstention. Ouais. Et je pense que quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, quand on regarde ce qui se passe en Italie avec Salvini, avec... ce développement des populismes, d'ailleurs non seulement à l'ouest, en Europe, mais surtout également à l'est, c'est le signe de quoi ? Quand vous interrogez les citoyens, ils disent on ne fait plus confiance aux politiques. Pourquoi ? Parce que les politiques ne prennent plus en compte nos préférences. Quand on regarde les chiffres maintenant comme chercheur, il y a une étude extrêmement intéressante qui a été faite aux États-Unis par un politiste de Princeton qui s'appelle Martin Gilens. Il montre quoi ? Il montre que les politiques ne répondent plus qu'aux préférences des plus favorisés. Ce qui ne veut pas dire que les préférences des moins favorisés ne sont jamais entendues. Elles sont entendues quand elles correspondent aux préférences des plus favorisés. Ce qui marche souvent sur des thèmes de société, par exemple l'autorisation de l'avortement, le mariage pour tous, mais ce qui ne va pas du tout marcher sur les questions économiques. Et Martin Gilens, lui, il appelle ça la démocratie par coïncidence. J'aime beaucoup cette formule, la démocratie par coïncidence. Le problème, c'est que quand ça coïncide plus beaucoup, et en fait on le voit aujourd'hui en France, ça coïncide quand même de moins en moins, ça pousse les Français, ça pousse les citoyens vers les extrêmes, vers les mouvements populistes qui leur disent quoi ? Regardez-nous, je vous comprends. Et moi, je dis, la solution, c'est pas le populisme, la solution, c'est pas l'abstention. Par contre, vous avez raison sur le constat, il y a un déficit de représentation. Donc, améliorons la représentation en limitant les financements privés et en développant un financement public. Donc ça, ce sont vos propositions. Vous parlez d'un bon pour l'égalité démocratique, un BED. Chaque Français, au moment de sa déclaration d'impôt, 7 € qu'il attribue à un parti. Oui. Moi, ce que je propose, c'est de dynamiser et d'égaliser le financement des mouvements politiques. Donc chaque année, chaque Français aura 7 € d'argent public qui lui seront donnés, qu'il pourra allouer au financement du mouvement politique de son choix. C'est extrêmement important parce qu'en gros, si on regarde le financement public aujourd'hui, il souffre de 2 défauts. Un, il est profondément inégalitaire, puisque la plus grande partie du financement public se fait à travers les déductions fiscales qui ne profitent qu'aux plus riches. Donc on va supprimer ces déductions fiscales et on va réallouer l'argent de manière égalitaire, 7 € pour chaque Français. Et 2, le système de financement public aujourd'hui
souffre du fait qu'il est complètement figé. Donc en gros, aujourd'hui, pour être financé, il faut avoir fait un score suffisant aux élections législatives précédentes. Donc en gros, c'est figé par intervalle de 5 ans. Mais si vous êtes un nouveau parti, vous faites comment pour émerger? Alors, soit vous êtes En Marche, et dans ce cas-là, non mais c'est vrai, vous êtes En Marche, dans ce cas-là, vous allez lever des fonds auprès des donateurs privés, ce qui influencera ensuite la politique économique que vous allez mener. Soit vous êtes un parti plus marqué à gauche économiquement, notamment du point de vue de la politique fiscale, et vous n'émergez pas. Autre solution, très rapide, vous parlez d'un Parlement différent, 2 tiers élus et 1 tiers qui vient de la société civile, avec une meilleure représentation des salariés, des ouvriers. Oui, ce que je propose, c'est l'Assemblée mixte, mais ce tiers est également un tiers élu. Mais par contre, ce que je propose, c'est qu'il soit élu sur des listes à la proportionnelle, qui soient représentatives socialement. On a réussi à introduire par la loi la parité homme-femme. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut aujourd'hui introduire par la loi, parce que sinon, ça ne se fera pas autrement, la parité des catégories socio-professionnelles. Et donc, en gros, aujourd'hui, en France, les ouvriers, les employés, les travailleurs précaires, ça représente environ 50% de la population active. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, en France, on a combien d'ouvriers ? Zéro. Voilà, ouais. C'est vraiment pas beaucoup, zéro. Donc, ce que je dis, c'est que pour 1 tiers des députés, il faut introduire de la parité sociale, donc avoir des listes où on alterne entre des candidats de catégorie sociale populaire et des candidats de catégorie socio-professionnelle plus favorisés pour introduire par l'état de droit un peu de parité sociale. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on va résoudre une partie de la crise de la représentation par un financement public plus égalitaire et par une limitation des financements privés, mais cette crise, elle est encore plus profonde que cela. Et je pense que si on est ouvrier, si on est employé, si on est travailleur précaire, indépendant, si on est intermittent aujourd'hui, il y a aussi une raison pour laquelle on ne va plus voter, c'est parce qu'on ne se sent plus représenté, et il faut redonner aux classes populaires, c'est-à-dire à la majorité des citoyens, une représentation. Merci beaucoup Julia Cagé pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. La semaine de l'écho, présentée par Stéphanie Antoine. Avec des économistes, des entrepreneurs et des éditorialistes, Stéphanie Antoine décrypte les unes de l'économie de la semaine. La semaine de l'écho, à voir sur France 24 et sur france24.com. C'était votre programme avec Ascoma, solution d'assurance en Afrique pour les professionnels et particuliers.